mois, les 78 500 étudiants que compte l'université Cheikh Anta Diop de Dakar seront admis à l'UCAD par cohorte et par niveau en 3 groupes, aussi bien dans le campus social que pédagogique. Les cours seront bouclés au plus tard le 31 décembre 2020. Josette Kali. Les 78 500 étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ont juste 3 mois pour terminer les enseignements de l'année académique en cours. Ces étudiants sont répartis en 3 tranches dont chacune d'elles aura 1 mois de cours sur la durée du 1er septembre au 31 décembre. Professeur Ahmadou Alimbay, recteur et président de l'Assemblée de l'université. Je vous informe que la reprise des enseignements apprentissage se fera de manière graduelle et bimodale, c'est-à-dire incluant des activités à distance et des activités en présentiel. Suivant le plan de rotation des 78 500 étudiants du 1er septembre au 15 octobre 2020, seuls les étudiants de la licence 3 et du master 1 seront admis sur le campus. Cette catégorie d'étudiants représente un effectif total de 19 517 étudiants. Du 15 octobre au 15 novembre seront admis les étudiants de la licence 2 et du Master 2. Et cette catégorie représente un effectif de 20 348 étudiants. Du 15 novembre au 31 décembre seront admis les étudiants de la L1. Et cette catégorie représente un effectif de 31 700 étudiants. Quant aux écoles et instituts, leurs activités d'enseignement-apprentissage vont se dérouler à travers un plan qui sera adapté à leur situation. Des aménagements spécifiques sont également prévus pour certains établissements, dans le respect du cadre général ci-dessus présenté. Durant la même période, les enseignements à distance se poursuivront pour tous les étudiants et à tous les niveaux. Il est proposé à tous les étudiants la diffusion ou la mise en ligne de toutes les activités menées dans les amphis et salles de travaux dirigés. Les étudiants qui ne désirent pas ou qui ne peuvent pas reprendre les cours en présentiel, pour quelque raison que ce soit, auront ainsi accès aux enseignements à travers nos plateformes à distance. C'est dans ce sillage que le COUD a renforcé son plateau médical. Abdoulaye Sow, directeur du COUD. Nous avons renforcé le nombre de médecins qui passe désormais à 28 médecins durant toute cette période. 5 pharmaciens, 45 infirmiers, 26 assistants infirmiers, 24 brancardiers, 7 ambulanciers, 23 volontaires de la Croix-Rouge, 6 techniciens biologistes, 11 sages-femmes, 40 autres agents de santé et 8 travailleurs sociaux et psychologues. Et nous avons donné des instructions pour que le service médical soit outillé tant dans sa pharmacie que dans l'équipement technique classique. Pour rappel, seuls les étudiants ciblés pour une période auront l'accès au campus où le contrôle sera strict pour tous au niveau des 3 grandes entrées. Plus de concentration dans les chambres pour mieux se conformer aux recommandations sanitaires et au respect de la distanciation sociale. Et à toutes ces mesures s'ajoute la revue des heures d'ouverture des restaurants. Abdoulaye Sow, directeur du COUD, au micro de Josette Kali. Aujourd'hui, si nous devons avoir 19 000 étudiants, avec le protocole de fonctionnement sur lequel nous sommes tombés d'accord avec les étudiants, parce qu'une chambre de 2 pouvait arriver à avoir 12 à 15 étudiants. Nous nous sommes dit que cela est impossible. Il faut arriver à un terme bien raisonné et nous sommes tombés d'accord au moins que pour une chambre à 2, que nous puissions avoir au maximum à 4. Mais avec la formule de la présentielle graduée, nous sommes convaincus que même les 19 000 étudiants pouvaient être totalement pris en charge par les services du COUD, en respectant toutes les mesures. Quand on parle de campus social, c'est l'aspect de la restauration. Nos restaurants ne pouvaient pas contenir tous les étudiants en respectant les mesures de distanciation physique. Nous avons décidé d'équipements suffisants en chauffe-eau, plateau, carafe, verre à boire, bol à café et couvert, disponibilité du matériel et des produits de nettoiement, équipements en réservoir de grande capacité dans tous les restaurants. Et nous avons aussi modifié les heures de fonctionnement des restaurants universitaires qui seront ainsi fixées. Le petit déjeuner ira de 6h à 9h et le déjeuner ira désormais de 11h à 15h et le dîner sera continu entre 19h et 22h. Contrôle et encadrement des commerces à l'intérieur et aux alentours du campus. Dans tous les cas, aujourd'hui, nous disposons d'un dispositif sécuritaire adéquat parce que tout le campus social aujourd'hui n'a que 3 portes. Dans les universités et établissements d'enseignement supérieur, les responsables ne lésinent pas sur les moyens pour une reprise sans anicroche. Des dispositifs sont déjà mis en place pour le respect du protocole sanitaire. Ismaïla Marcel Colli. À moins d'une semaine de la reprise des enseignements et apprentissages dans les universités et écoles supérieures de formation, le constat est que dans les établissements privés de formation professionnelle, le protocole sanitaire est bien respecté. C'est le cas de l'école des hautes études en informatique et communication HEIC. Momar Thiam, directeur de la dite école, explique. Une école, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de travail. Donc forcément, on est dans l'obligation de respecter ces dispositions-là. C'est d'abord la distanciation physique. Évidemment, nous
nous, étant une école spécialisée en journalisme et en communication, on est plus que quiconque dans l'obligation d'informer nos étudiants. L'information, c'est la première chose. La deuxième chose, les classes sont faites de sorte que même si les étudiants étaient à 2 sur une table, la distance physique d'1 mètre sera respectée. Deuxième chose, c'est que d'abord, quand on vient à l'école, nous avons dit aux étudiants qui portent un masque. L'étudiant qui ne porte pas de masque, nous, à l'entrée, nous lui donnerons un masque. Mieux encore, on aura les produits aseptiques qui leur fera nettoyer les mains avant de rentrer en classe. Même constat à l'école des hautes études de coaching et de management 6 aux allées El Hadji Babacar Sy, près du camp des sapeurs-pompiers. Sur place, gel antiseptique, thermoflash et lavoir sont bien visibles. La direction de l'établissement n'a pas lésiné sur les moyens pour mettre à l'aise les apprenants. Mamadi Kouyaté, directeur général de HECM, revient sur le dispositif mis en place. Effectivement, HECM Dakar est fin prêt pour reprendre les cours présentiels dans ce contexte de Covid-19, ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons mis en place un dispositif de lavage des mains. Nous avons rendu obligatoire le port du masque, mais également l'utilisation du gel alcoolique. Et mieux encore, nous disposons d'un thermoflash qui permet de prendre la température de tous ceux-là qui fréquentent HECM Dakar. Nous avons assaini nos 3 campus universitaires, nous avons désinfecté. Bref, aujourd'hui, toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour la reprise effective des cours présentiels. Nous l'avons déjà expérimenté avec les étudiants qui sont dans la formation professionnelle, de Bac+2, licence 1 et 2, ils sont déjà en présentiel. Le dispositif marche très bien, la distanciation physique ou sociale est respectée. Pour un bon déroulement des cours, en cette période de pandémie, les responsables des écoles privées de formation professionnelle font tout pour respecter le protocole sanitaire indispensable à toute reprise. À l'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niasse, les enseignements en présentiel vont reprendre le lundi 7 septembre selon un communiqué du rectorat. Les différentes UFR vont communiquer aux étudiants les emplois du temps en vue d'assurer une reprise sécurisée dans un contexte de lutte contre la Covid-19. L'UCN prendra les dispositions idoines pour le respect des règles édictées par les autorités sanitaires. Parlons de la situation de la Covid-19 au Sénégal. Le bilan grimpe à 13 384 cas positifs pour 279 décès. 90 nouvelles contaminations sont enregistrées au cours des dernières 24 heures. De nouveaux décès sont à déplorer. 44 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation. Le point du jour avec le directeur de la prévention, Dr Mamadou Ndiaye. Sur 1250 tests réalisés, 90 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,20%. Les cas positifs se répartissent comme suit. 50 cas contacts suivis par nos services et 40 cas issus de la transmission communautaire répartis entre les communes ou quartiers suivants. La commune de Kédougou, 7 cas communautaires. Bignona, 3. Kaolack, 3. Ziguinchor, 3. Guédiawaye, 2. Ouakam, 2. Plateau, 2. Popenguine, 2. Saint-Louis, 2. Thiès, 2. Fann Résidence, 1. Keur Massar, 1. Liberté 5, 1. Louga, 1. Les Maristes, 1. Mbao, 1. Médina, 1. Nord Foire, 1. Ouagouñaay, 1. Pikine, 1. Richard Toll, 1. et Tivaouane 1. 117 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 44 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 2 décès ont été enregistrés hier, jeudi 27 août 2020. L'état de santé des autres patients est jugé stable. À ce jour, 13 384 cas ont été déclarés positifs, dont 9 091 guéris, 279 décédés et donc 4 013 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective, mais également présente aux familles éplorées les condoléances les plus émues.
Et puis à l'occasion de la Tamkharit, le préfet du département de Dakar rappelle aux populations la nécessité de respecter les différentes interdictions en matière de rassemblement ainsi que les mesures barrières édictées contre la Covid-19, notamment sur les lieux de vente, de distribution ou de partage solidaire de viande appelée tong-tong. Ce communiqué est signé le préfet du département de Dakar, Alioune Badara Samb. Et puis justement, en parlant de la Tamkharit, à quelques heures, les prix des légumes ont doublé malgré la forte présence des vendeurs au marché Castor. Une Tamkharit pas comme les autres. L'hivernage, les crises sanitaires et économiques n'ont pas facilité la tâche aux ménages. La fête se prépare difficilement, nous dit Hadisen dans ce reportage. Le marché Castor, l'un des marchés très prisés pour l'achat de légumes, grouille de monde en cette veille de Tamkharit. Aujourd'hui, il y a plus de vendeurs de légumes et d'autres condiments que d'habitude. Malgré ce bon approvisionnement du marché, les prix ont doublé. Ces femmes ne diront pas le contraire. Ils ont doublé les prix, ils ont augmenté les prix. Bon, c'est pas facile, tout est cher. L'olal, nous le kilo 1500, l'olal, nous le kilo 2000, l'olal, nous le libre 1000 francs. Libre 800 et 700. Je peux vous dire que c'est pas du tout facile parce que tous les prix ont augmenté. Ils ont augmenté tous les prix. D'habitude, tu achetais même à bas prix. Mais aujourd'hui, quand tu viens, tu demandes, pratiquement le prix a doublé au fait. C'est pas du tout facile pour les ménages. La viande, on a augmenté le prix. Les poulets, on les a augmentés. Viande de mouton, on te dit à 6 000 francs. Oui. Viande de bœuf, on te fait ça à 3 500. L'oignon à 700, 600 le kilo. Oui. C'est cher, ma chérie, c'est cher. Hein? Achoura a coïncidé avec l'hivernage. La crise sanitaire et économique a empiré la situation. Les ménages souffrent. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Parce qu'on ne gagne pas l'argent, on ne tourne pas les légumes, il y a la pluie. Avec la maladie qui est toujours là, qui nous fatigue, on n'arrive pas à travailler, on ne gagne pas de l'argent et les prix sont chers. Face à ces situations, certaines se débrouillent avec les moyens du bord, d'autres s'associent et se partagent des légumes. J'ai diminué, je me suis même associée avec une dame, on achète et on partage. C'est ce que j'ai fait. On essaye, on se débrouille. Oui, on veut faire plaisir à nos familles, nos enfants. Pour demander cette Achoura sera bien différente des autres, mais les femmes n'ont pas le choix, elles ne veulent pas manquer à la tradition. Hadisen, à la veille de cette fête d'Achoura, les femmes vendeuses de couscous logées à la Médina ne voient toujours pas de clients. Seules 10 à 20 personnes ont fait leur commande. La pandémie et la cherté du prix du mil, qui est à 500 francs CFA le kilo, sont la cause de cette situation. Aïssatou Gueiba est allée à leur rencontre. Reportage. Elles sont installées dans un petit coin à la Médina. Chaque femme a sa propre marmite remplie de couscous et dispose d'un personnel choisi minutieusement pour remplir les petites tâches. Ici, feu et chaleur font ménage, rendant ainsi l'atmosphère pesante. Les femmes sont constamment de mauvaise humeur quand il s'agit de parler d'autre chose que de leur travail. Pire, dans ce contexte épidémiologique, il y a de moins en moins de clients. Vous savez, nous ne voyons pas tellement de clients. La fête d'Achoura sera célébrée demain matin et nous avons juste 10 voire 15 personnes sur la liste qui ont commandé. S'y ajoute la cherté du mil. Le kilo est à 500 francs CFA, un coût qui impacte négativement sur leurs bonnes affaires. On est obligé d'augmenter les prix pour s'en sortir. Vous savez, le prix du mil est à 500 francs CFA. Et c'est pas de notre ressort, ce sont les producteurs qui ont augmenté le prix du mil et nous, pour nous en sortir, on est obligé d'en faire autant. La fête d'Achoura sera célébrée demain matin au sein du pays. Malgré cette fête, ces femmes qui font de la préparation du couscous leur métier ne voient toujours pas le bout du tunnel et chaque année, elles ressentent la baisse de leurs revenus, un fait qui oblige ces dernières à demander au gouvernement du Sénégal de leur venir en aide. Sud FM. Troisième jour d'arrêt du trafic ferroviaire par les cheminots à la retraite, des centaines de millions déjà perdus par les opérateurs miniers GCO et CFX, un combat qui se poursuit à la gare de Thiès. Babacar Ndao.
Au troisième jour de leur rassemblement à la gare de Thiès, les cheminots retraités de l'ex-DBF, plus que jamais décidés à poursuivre le combat. Alioune Sow, ancien chef de gare et le porte-parole du jour. Nous sommes là, fatigués, vrai, mais nous tenons quand même. Nos camarades de Tambacounda sont là, nos camarades de Dakar sont là, ceux de Guinguinéo ne sont pas en reste. Nous sommes tous là réunis. Plus de 80 et quelques retraités sont là, qui attendent leur indemnité de départ, qui date depuis 2 ans. On se demande dans quel pays nous sommes. Une somme évaluée à peu près à 400 millions. Le ministre Oumar Youm nous avait reçu, ça fait plus de 6 mois de cela. C'est M. Youm qui avait signé cette note de service, nous disant qu'au plus tard, un délai d'1 mois est donné. C'était le 7 février passé que nous allons rentrer dans nos fonds. Ça fait plus de 6 mois que nous sommes là, à toujours en attente. De toute façon, nous sommes déterminés. Nous n'allons pas abandonner la gare. Nous allons interdire toutes les circulations des miniers jusqu'à ce qu'on nous paye nos indemnités de retraite. Un arrêt de trafic a impact non négligeable sur les opérateurs miniers. À cela s'ajoutent les conséquences sociales causées par cette situation, regrettent les cheminots retraités. Nous avons eu au moins 7 décès. 7 décès, ils sont morts par stress. Est-ce que vous vous rendez compte des gens qui sont là, qui attendent à ce qu'on leur départ pour pouvoir achever même leur constitution et rejoindre leur domicile parce qu'ils sont sous location et autres. Jusqu'à présent, ils n'ont pas reçu leur argent. Nous n'avons rien senti. Nous sommes là. Personne n'est venu nous voir. Et nous maintenons la cadence. Nous sommes toujours là, présents. Et nous n'allons jamais abandonner. Inch'Allah Rabbi. Malgré les intempéries notées ces dernières 48 heures à Thiès, les cheminots retraités entendent fêter Tamkharit à la gare de Thiès si leur problème n'est pas réglé. Se prépare ça pour être là. Un combat qu'ils comptent mener avec l'ancien secrétaire général de FETRAI, Cheikh Diène, qui a fait le déplacement ce vendredi. Nous, le Sénégal, avec les députés, avec les responsables politiques de ce pays, avec chemin de faire premier acte de prison au Sénégal, nous allons mettre à terre. L'ancien secrétaire général du syndicat FETRAI, Cheikh Diène, parle de plan de liquidation du chemin de fer au Sénégal. Venu apporter son soutien à ses camarades, il doute de la relance du chemin de fer. Cheikh Diène est au micro de Babacar Ndao. Cheikh Diène, secrétaire général du FETRAI, qui était donc au chevet de ses camarades en mouvement à la gare de Thiès, soutient qu'il s'agit d'un plan de liquidation du chemin de fer au Sénégal. L'élément n'est pas disponible. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Et puis nous parlons du calvaire des sociétaires du Crédit Mutuel du Sénégal de Bambey. La disponibilité des fonds constitue la principale difficulté. Les sociétaires perdent énormément de temps avant de rentrer dans leurs fonds. Une situation récurrente qu'ils déplorent. Adam Ndiaye. Les sociétaires de la Caisse de Bambey du Crédit Mutuel du Sénégal vivent un véritable calvaire. Il s'agit d'une situation très récurrente qui se produit à chaque fin du mois. Ablaye Faye, sociétaire de cette caisse, explique. Il se trouve qu'à chaque fin du mois, nous perdons beaucoup de temps. On peut rester 4 heures sans pour autant rentrer dans nos fonds. Et les conditions dans lesquelles nous sommes vraiment traités ici ne sont pas vraiment favorables. C'est ce que l'on déplore. On veut que véritablement que des solutions idoines soient prises à l'endroit vraiment des sociétaires pour nous mettre à l'aise et nous permettre vraiment d'entrer dans nos fonds le plus rapidement possible à la fin du mois. Je dis que cette situation ne peut pas vraiment continuer. On nous a dit que c'est parce que tout simplement il y a un problème de fond, ce qui fait que vraiment les choses vont au ralenti comme ça. Et nous sommes obligés d'attendre. Pour Madame Khardiataka, les conditions d'accueil et le manque de communication pose problème au niveau de cette caisse. C'est extrêmement difficile. Quand on vit au Crédit Mutuel, on perd tout notre temps. Il n'y a même pas d'explication. C'est vraiment difficile. Le déficit de personnel, mais aussi surtout le manque de disponibilité de fonds sont à l'origine de cette situation. Bambey, Sud FM, Adam Ndiaye. Retour des inondations après les fortes pluies enregistrées ces dernières heures. Keur Massar, unité 3, 9 et 16 pour les eaux. Sous les eaux, la situation s'empire dans les zones de Rufisque 1 et Camille-Basse. Des familles pataugent, des maisons abandonnées. Le constat avec El Hadj Moussa Thiam. La situation des inondations s'est empirée ce matin dans la zone de Rufisque 1 avec les fortes précipitations enregistrées hier soir. Matargué habite la localité et fait partie des sinistrés. Le bassin comme réceptacle des eaux pluviales de sédiments, cité pénitentiaire, Camille-Basse, entre autres, affiche le plein. Il déverse son trop plein d'eau dans les maisons, obligeant certaines populations à quitter leurs maisons pour aller au sec, renseigne Matargué. La HLM qui est encore pointé du doigt accusateur.
Des promesses d'assainissement toujours pas encore tenues. Les fortes précipitations d'hier ont accentué le calvaire des populations des parcelles assainies, unité 3, 5, 14, 15, et elle peut l'être davantage si le ciel continue d'ouvrir ses vannes. Les populations interpellent la direction de la protection et de la gestion des inondations pour des actions pouvant les soulager de ce calvaire causé par les inondations. Banlieue dakaroise, El Hadj Moussa Thiam, Radio Sud FM. Sud International. Les pays d'Afrique de l'Ouest réunis en sommet sur le Mali ont réclamé à la junte ce vendredi un retour rapide des civils au pouvoir, demandant le lancement immédiat d'une transition civile et des élections d'ici 12 mois en échange d'une levée progressive des sanctions. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, demande à la junte d'engager une transition civile immédiatement et la mise en place rapidement d'un gouvernement pour préparer les élections législatives et présidentielles dans un délai de 12 mois, a déclaré dans son discours de clôture le chef de l'État nigérien Mahamadou Issoufou. Les États d'Afrique de l'Ouest décident que les sanctions seront levées progressivement en fonction de la mise en œuvre de la transition, a précisé Mahamadou Issoufou, par ailleurs président en exercice de la CEDEAO. Ces mesures contribueront certainement à guérir le Mali des démons du putschisme, a-t-il conclu. Dans la matinée, le président nigérien avait déjà souligné: pour un pays, le putschisme est une grave maladie. Pour en guérir, une seule ordonnance, les sanctions. L'épidémie de Covid-19 a repris une progression exponentielle en France avec plus de 7000 nouveaux cas d'infection enregistrés en 24 heures selon la Direction générale de la santé. Dans un communiqué, la DGS fait état de 7379 nouveaux diagnostics positifs enregistrés ces dernières 24 heures contre 6111 jeudi et 5429 mercredi. L'épidémie de coronavirus a causé 30 596 décès en France, dont 20 depuis hier. En sport, football, le Sénégalais Moussa Ndiaye signe au FC Barcelone. Le défenseur central sénégalais de 18 ans, le pensionnaire de l'Aspire Academy Trims, a signé un contrat de 3 ans avec le club catalan. Ce contrat peut être prolongé de 2 ans de plus. Le coût total de l'opération est de 500 000 €. Le défenseur central des U20 sénégalais est désormais un joueur du FC Barcelone. Football toujours, une annulation des compétitions nationales saison 2020-2021 ne surprendrait pas le directeur technique de Teungueth FC, Alassane Dia, joint par Odile Minkilan. Je pense d'abord que cela démontre encore la difficulté qu'il y a pour notre pays de juguler cette pandémie-là. Et je pense que la fédération a été suffisamment responsable pour penser effectivement qu'il vaut mieux encore se donner des délais plus sûrs qui permettront en tout cas aux autorités sanitaires de pouvoir régler en tout cas à la baisse, de pouvoir faire en sorte que la baisse au niveau de notre pays et des autres pays. Maintenant, c'est vrai que sur le plan des joueurs et de la compétitivité des joueurs, il y aura un énorme problème parce que presque 9 mois d'arrêt, ça va être difficile en tout cas de remettre en condition physique ces joueurs-là. Et nous nageons, disons, dans l'incertitude par rapport en tout cas à ce qui sera fait comme programme de reprise. C'est la principale difficulté en tout cas pour les clubs et notamment pour les joueurs et pour les entraîneurs. Et si toutefois la maladie ne recule pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Je me demande si notre pays a les moyens, comme en Europe, de mettre un protocole sanitaire qui puisse permettre de protéger les acteurs sur le terrain et en dehors. Je ne le pense pas. En tout cas, les conditions sanitaires déjà sont plus ou moins évoquées par les médecins étant insuffisantes. Vous voyez un peu ce que ça va faire. Donc, si on doit amplier une baisse drastique des cas. Le démarrage des compétitions au niveau local est repoussé jusqu'au 2 janvier 2021. Côte d'Ivoire, la FIFA demande l'arrêt immédiat du processus électoral à la Fédération ivoirienne de football jusqu'à nouvel ordre. Selon la RFI, la FIFA pointe du doigt le climat délétère de la dernière assemblée de la commission électorale qui n'aurait pas eu d'occasion de reprendre les travaux en toute quiétude. Elle s'était terminée avec la démission du président de la commission, l'ancien ministre des Sports René Sibi. La FIFA veut obtenir une vue d'ensemble du processus électoral. Pour rappel, la commission
commission électorale a rejeté la candidature de Didier Drogba en raison de plusieurs manquements aux conditions d'éligibilité. Début ce vendredi de la deuxième journée de la Ligue 1 française au programme Lyon contre Dijon à 19h. Et puis basketball, la direction technique de la Fédération sénégalaise de basketball va se réunir le 5 septembre prochain. Elle va se prononcer sur 4 points que sont les formulaires de championnat de la première et deuxième division, le contentieux de la formation du jeune joueur, réglementation des centres et écoles de basketball, mise en place des académies régionales. Après la réunion, le directeur technique Moustapha Gaye va faire face à la presse. Tout de suite, le journal de l'économie avec Rapsa Elimanouane. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour et bienvenue. Pour remettre notre économie sur les rails, l'État du Sénégal doit être plus regardant sur le modèle de financement, le niveau de mobilisation des ressources et l'exécution des dépenses. Sentiment du professeur en économie à la FASEC, Dr La dynamique de l'économie dépendra des leviers sur lesquels l'État devrait s'appuyer pour lancer surtout les PME et le secteur informel. Maintenant, les perspectives seront orientées selon aussi le modèle de financement et le niveau de mobilisation des ressources pour faire face à la Covid-19, mais l'exécution des dépenses. Alors pour le premier, la mobilisation des ressources, si les estimations sont bonnes, ce plan de résilience sociale et économique devrait permettre au Sénégal de pouvoir avoir un taux de croissance plus espéré de 3% au lieu de 1,5%. Et le Sénégal attend dans ces perspectives une bonne contribution des partenaires de développement. Ces perspectives seront sous-tendues aussi par le grand fonds de riposte et de solidarité estimé à plus de 1 000 milliards. Là, il faut qu'on fasse très attention sur le calibrage, les types de mesures pour éviter tout plongeon alors qu'on attendait un rebond de l'économie. Pour le financement, l'État du Sénégal, dans sa phase d'opérationnalisation, a mis en partenariat avec la BCEAO un certain mécanisme qui permettrait aux banques d'injecter une enveloppe de financement très conséquente. Maintenant, tout le grand exercice qu'il faut atteindre se situera dans l'exécution des dépenses qui sera du ressort de l'État du Sénégal. On se rappelle tous des difficultés lors de l'exécution des 69 milliards qui ont été destinés au soutien aux populations en matière de vivres. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Lorsque les autres visent Dakar, nous allons plus loin. Sud FM vous installe au cœur du Sénégal. Toute la différence est là, sur Sud FM. Mesdames, Messieurs, il est 18h passé de 30 minutes et c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les titres. Reprise en présentiel des cours à l'UCAD ce 1er septembre. 78 500 étudiants répartis en 3 tranches pour un mois de cours chacune. Plus de regroupement dans les chambres au campus social et les heures de fonctionnement des restaurants modifiées. Le plateau médical de l'UCAD renforcé. Toute une batterie de mesures pour le respect du protocole sanitaire. À Thiès, les cheminots retraités de l'ex-DBF poursuivent le combat. Au 3e jour d'arrêt du trafic ferroviaire, ils se disent plus que jamais déterminés. 3 jours d'arrêt de trafic avec comme conséquence un manque à gagner de plusieurs centaines de millions pour les opérateurs miniers. La ville de Rufisque renoue avec les affres des inondations. Les fortes précipitations d'hier soir ont accentué le calvaire des populations de la zone plongées dans un sinistre inquiétant. La direction de la protection et de la gestion des inondations vivement interpellée pour des actions de secours. Achoura, c'est dans quelques heures. Et bien, les femmes affairées aux préparatifs du traditionnel Thierry Tamrarit ne sont pas du tout contentes. Les prix des légumes et autres condiments sont passés au double. À côté, ces femmes de la Médina, préparatrices et vendeuses de couscous, attendent désespérément à la veille de la fête leurs clients, certainement découragés par la pandémie de Covid-19 qui a fait ce jeudi 90 nouvelles contaminations, dont 40 issues de la transmission communautaire. L'actualité internationale, Info Éco et le journal du sport ont complété cette édition mise en onde par Alioune Badara Sossé. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, le journal de la culture, suivi de la chronique Sud Éducation.
Bonjour et bienvenue dans votre journal de la culture. La gouvernance de Saint-Louis a abrité ce mardi un CRD sur l'inscription du Thiéboudjen sénégalais au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Le but était de recueillir les réactions des différents acteurs de la région sur cette question. Ces acteurs ont exprimé leur adhésion et leur consentement à ce processus d'inscription de cette gastronomie sénégalaise tant réputée à travers le monde. Abdel Aziz Guissé, directeur du patrimoine, réagit au micro de Yves Tendeng. Je pense que ce CRD, c'était une étape importante. On a commencé depuis très longtemps, on a fait beaucoup de réunions à Saint-Louis avec les communautés surtout de la langue de Balbari, à Guetnar, Gokhumba, Ndartout, là où vraiment le Thiéboudjen a pris naissance, ses origines. Et on a beaucoup discuté avec ces populations qui ont accepté effectivement que cet art culinaire, cette gastronomie sénégalaise soit inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Et aujourd'hui, il fallait cette réunion qui va regrouper l'ensemble des autorités administratives, mais également les collectivités locales, mais également les ONG, les instituts de recherche, les universités, pour dire aux populations de Saint-Louis, voilà quelque chose qui fait partie de l'identité culturelle de Saint-Louis, qui est la gastronomie, qui est le riz au poisson, le Thiéboudjen. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de son inscription? Les communautés sont déjà d'accord et qu'ils apportent peut-être leur adhésion et leur consentement à ce processus. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Et je suis accompagné par M. Diaz, le directeur de la cinématographie du ministère de la Culture, et le professeur Massamba Gueye, qui est le président du comité scientifique du dossier d'inscription. Et il n'y a pas que le Thiéboudjen, il y a les arts du spectacle, il y a les festivals, il y a tous les éléments du patrimoine culturel immatériel, les rites, les cérémonies qui vont suivre. Mais pour le moment, on a commencé avec le riz au poisson parce que beaucoup de choses ont été inscrites au niveau du patrimoine mondial sur le plan même alimentaire. Vous vous rappelez, la pizza a été inscrite il y a 2 ans. Les Marocains et autres veulent inscrire le couscous. Alors pourquoi pas notre Thiéboudjen? Le Thiéboudjen, ce fameux plat national concocté à base de riz, de poisson et d'autres légumes et condiments. Justement, comment est préparé ce plat? Quels sont les ingrédients et les secrets de la bonne cuisson nécessaires à un bon Thiéboudjen succulent et appétissant? Pour vous donner l'eau à la bouche, suivons ce reportage réalisé par Adjou Fatou Bari. C'est le plat national du Sénégal. Le Thiéboudjen, créé selon la mythologie par Penda Mbaye, une Saint-Louisienne, est une recette qui requiert un certain nombre de préalables pour une bonne préparation. Si c'est un poisson de bonne qualité, je ne le fais pas passer à l'huile. Ensuite, je prépare les assaisonnements. Madame Diop, qui a fini de cerner ce plat qu'elle a appris à préparer depuis toute petite, nous en fait la découverte. Réussir à rissoler est primordial, il le faut. Puis je laisse mijoter avant d'ajouter les légumes. Qu'on le veuille blanc ou rouge, c'est selon. Seulement, une préparation réussie du Thiéboudjen passe forcément par ce côté naturel, comme pour en garder toute son authenticité. Nous, on cuisine à l'ancienne, c'est pourquoi on laisse mijoter pendant de longues minutes. Après plus d'1 heure de mijotage, une odeur de Thiéboudjen a fini d'envahir la cuisine, signe qu'on tend vers la fin de notre aventure culinaire. Je vais incorporer le riz ensuite bien mélanger et laisser cuire à feu doux. 4 heures chrono auront suffi pour préparer notre plat du jour, le Thiéboudjen blanc. L'heure de passer à table est devenue imminente. Place donc à la dégustation, une dégustation sans modération. Un bon plat de Thiéboudjen qui fait déjà saliver les Ndoyen, Falen, Mengen et autres Dianiennes.